Bonjour à tous, bienvenue sur ce LPCX nouveau format pendant le confinement. On vous propose des webinars avec différents intervenants et un format interview. LPCX en quelques mots, LPCX existe depuis 2013. On a fait plus de 60 meet-up avec plus de 90 speakers. On a eu des gens notamment de Job Teaser, N26, Algolia, Lydia ou Mythic qui sont venus parler chez nous. Vous pouvez retrouver tous les contenus en vidéo et en podcast sur notre site et les plateformes YouTube, Spotify, Deezer, etc. Apple Podcast, tout est disponible en ligne. LPCX, du coup, c'est à Paris, c'est en France, à Lyon, Lille, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Aix, Marseille, mais également en Europe, à Madrid, à Barcelone et Bruxelles. Ce soir, du coup, au programme, très content de recevoir Sophie Mito, Head of Design chez Mano Mano, qui va nous parler de l'histoire de la place du design chez Mano Mano en interview avec Sophie. Je vous invite pendant toute la durée de l'interview à enregistrer vos questions sur le chat, sur l'onglet questions, non pas sur le chat justement, mais sur l'onglet questions qui se trouve en haut à droite de votre écran. Vous pouvez inscrire toutes vos questions et je reviendrai à la fin de l'interview pour poser directement les questions que vous avez posées à Sophie. Donc, n'hésitez pas à voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes en fonction des questions. Je prendrai les plus votées. Voilà, je laisse la scène à Sophie et Marie. Merci à tous et bon LPCX. Bonjour à tous. Sophie, merci beaucoup pour ta participation à ce troisième LPCX Online. Donc, je vais commencer par très rapidement présenter ton parcours. Donc, on le sait, tu es Head of Design de chez Mano Mano depuis presque 6 mois. Et auparavant, tu avais été Head of UX chez Octo Technologies, où donc tu avais créé la practice UX et Design, puis chez Criteo et enfin directrice pour Actant Paris. Pour ceux qui ne le savent pas et qui nous regardent, donc Mano Mano, c'est une plateforme e-commerce avec une offre de produits très complète autour du bricolage, du jardin et de la maison. Et cette offre de produits s'accompagne aussi de tout un pan conseil, allant des fiches de conseil jusqu'à des conseillers experts de la maison pour guider les clients dans leurs achats. On va commencer par une question d'entrée. Est-ce que tu peux nous dire quelle était la place du design chez Mano Mano lorsque tu y es arrivé, du coup, il y a maintenant 6 mois? Oui, tout à fait. Alors déjà, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous pour ce petit moment ensemble. Donc, quand j'ai rejoint Mano Mano il y a 6 mois, le design était essentiellement associé à, je dirais, à une question de cosmétique et du coup très incarné par les maquettes. Donc, le rôle du designer était cantonné à sa fonction d'exécution plutôt en aval. Et du coup, c'est essentiellement cette partie du métier qui était perçue et qui était activée sur les projets, même si au sein de l'équipe produit, la compréhension quand même du métier de designer était un peu plus large. Et à côté de ça, il y avait déjà, quand je suis arrivée dans l'équipe design, un pôle user research qui était assez récent, mais qui était déjà constitué de 2 user researchers, dont l'objectif était de parler avec des utilisateurs et des clients de Mano Mano. Donc au global, quand je suis arrivée, l'équipe design était quand même assez sous-staffée, puisqu'on avait environ 3 UX designers pour une quinzaine de feature teams. D'accord. Et du coup, est-ce que ça se passait bien? Qu'en pensaient les équipes de tout ça? Forcément, cette situation, elle générait pas mal de frustration. Au niveau des UX designers, bien sûr, puisqu'ils étaient souvent débordés. C'était pas possible pour eux d'entrer dans le détail des sujets et de pouvoir les creuser. Et surtout, ils intervenaient, comme je le disais, essentiellement en bout de chaîne. Mais il y avait évidemment pas mal de frustration aussi au niveau des product managers, puisqu'ils changeaient fréquemment du UX designer, d'interlocuteur. Donc, il n'y avait pas de construction ni de véritable collaboration possible sur la durée. Du coup, l'équipe avait un fonctionnement un peu en mode studio qui
qui ressemblait plus à une relation un peu de prestataire et pas encore réellement de partenaire. Mais il y avait, et ça c'était super positif, et je l'ai senti tout de suite quand je suis arrivée, une véritable envie quand même de tous, et y compris de l'équipe dirigeante, de changer et d'améliorer cette situation. D'accord. Et du coup, en arrivant, quels ont été tes premiers chantiers? Forcément, sur les premières semaines, évidemment, j'ai essayé un peu d'évaluer le niveau de maturité design de l'entreprise. Et du coup, ce qui est apparu, c'est que la perception de l'expérience utilisateur comme élément, tu vois, possible de différenciation, elle était là. Il n'y avait pas de sujet là-dessus, mais c'était pas suffisant parce que derrière ça, quand même, il manquait toute la compréhension de l'approche méthodologique de l'UX design. Tu vois, comment on design un produit, quelle est la place du design dans le process, à quel moment on fait intervenir l'UR, l'UX designer, etc. Et l'impact un peu de cette méconnaissance cumulée au sous-staffing de l'équipe, je dirais, c'est que les designers étaient souvent onboardés trop tardivement sur les sujets. Du coup, forte un peu de ce premier constat, j'ai rapidement lancé 2 chantiers. Donc, un premier au niveau de l'équipe design elle-même, parce que c'était une équipe qu'il fallait repositionner dans son métier de designer. Il fallait redonner du sens à chacun individuellement et aussi un peu de la cohérence et de la cohésion à l'ensemble de l'équipe. Et le deuxième chantier, il a plutôt porté sur l'organisation produit et la place en fait de l'équipe design dans cette organisation. D'accord. Et du coup, de façon très concrète, qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement repositionner le design dans cette chaîne? Alors du coup, en ce qui concerne l'équipe en elle-même, qui était mon premier chantier, on a mis en place des rituels d'équipe. On a décidé de faire 3 rituels et qu'on continue à faire, d'ailleurs 3 rituels récurrents par semaine. Donc un design weekly avec l'intégralité de l'équipe design, c'est-à-dire les UX et les UR. Donc ça nous permet vraiment de synchroniser et de voir un peu les adhérences entre les sujets traités par les UR en amont et que vont récupérer derrière en design et en conception les UX designers. Et ensuite, on a aussi établi un weekly dédié par pôle, donc un weekly pour l'équipe UX et un weekly pour l'équipe UR. Et ponctuellement, on a évidemment des sessions de design critique et de synchronisation pour garantir la cohérence de tous les designs. Et le deuxième max, celui qui a porté plus sur l'organisation, ce qu'on a fait avec l'équipe, c'est qu'on a pris l'organisation produit qui était en place et on a défini en fait le scope de chacun des designers dans cette organisation. L'objectif là, c'était vraiment de commencer à mettre en place des binômes designer product manager et d'amener plus de stabilité, que chaque PM sache en fait avec quel UX designer il collabore sur son périmètre et du coup dans la durée. Et ça, c'était vraiment une étape indispensable pour l'équipe design pour pouvoir remonter progressivement la chaîne de valeur. Évidemment, le problème que ça règle pas, c'est le problème du sous-staffing de l'équipe dont je vous parlais. Donc, l'autre chantier que j'ai lancé très très vite sur le recrutement pour justement renforcer l'équipe, la senioriser aussi. Et du coup, dans l'attente quand même de ces recrutements, recruter des UX designers, ça prend du temps. On s'est dit très clairement avec l'équipe qu'il allait falloir tenir un peu la charge de ce nouveau mode de fonctionnement. Et on s'est mis d'accord pour relever un petit peu ce défi. Et évidemment, c'est encore très perfectible. On est encore sous-staffé, mais ça avance. D'accord. Et du coup, on fait un peu zoom arrière, mais est-ce que donc là, tu nous as parlé des binômes PM UX. Est-ce que tu peux nous dire plus globalement comment les équipes sont organisées? Alors, du coup, si on remonte au niveau de l'équipe produit, elle est organisée en gear. Donc, il y en a 3 chez ManoMano. Il y a la gear Visitor qui grosso modo traite toute la première partie en fait du parcours utilisateur jusqu'à la mise au panier. On a ensuite la gear Buyer qui va traiter l'autre partie du parcours. Donc de la mise au panier jusqu'à la livraison. Et on a la gear seller
qui s'occupe de toute la relation avec nos marchands, puisque Mano Mano, c'est une place de marché. Donc cette gear est importante dans la map. Et ces gears sont leadés par des product directors qui sont soutenus par des engineering managers. Après, à l'intérieur de ça, donc chaque gear est découpé en groupes, et c'est à l'intérieur de ces groupes qu'on retrouve les feature teams, tels qu'on les connaît à peu près partout, donc avec un PM, un tech lead, évidemment une équipe de développeurs back et front pour celles qui le nécessitent, et maintenant donc un UX designer. Et on a ensuite un Scrum Master pour chaque feature team, et chacune de ces feature teams fonctionne après globalement de la même manière, avec un process qui est plutôt bien défini et rythmé par les différents rituels agiles qu'on connaît. D'accord, donc vous avez intégré au sein des feature teams déjà en place ces binômes avec des UX. Ouais, exactement. Et on a appelé ça l'initiative Agile UX en interne. Et c'est effectivement une initiative qui est venue s'inscrire dans l'organisation produit en place. Et ça nous a permis de passer en fait du mode studio à la demande qui était très centralisé, mais surtout qui était très décontextualisé en réalité, à un mode plus décentralisé avec les designers qui sont maintenant répartis dans les feature teams. Et l'objectif, c'est d'être dans un modèle plus agile UX. Évidemment, on n'est pas encore sur un rapport de 1 UX pour un PM. On en est encore un petit peu loin. Et après, je suis pas certaine non plus qu'on cible tout à fait ce ratio. Mais voilà, les feedbacks en première intention des product managers et des UX designers sur ce nouveau mode de fonctionnement, ils sont plutôt positifs. Mais comme je le disais, on doit encore s'améliorer, on doit encore évidemment recruter pour stabiliser ce modèle et lui donner encore plus de corps. D'accord. Et du coup, à la fois entre ces binômes designer, PM et entre directement les designers et les devs, comment ça s'organise? Quelles sont les interactions? Alors, les interactions, elles s'inscrivent du coup au sein de chaque feature team, hein, bien entendu, et chaque designer a un one-on-one hebdo, donc toutes les semaines avec les product managers avec lesquels ils binôment. Donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'il parle des différents sujets en cours et à venir. Ça permet à l'UX quand même d'avoir plus de visibilité et de donc pouvoir mieux anticiper sa charge. Il cale le quotidien, il définit ses prochaines étapes, etc. Après, ils ont évidemment aussi des interactions très régulières, plus spontanées et plus informelles. Et par ailleurs, l'UX échange aussi régulièrement avec les développeurs, hein, toujours au sein de sa feature team. Donc, en amont, assurer que techniquement, ce qu'on est en train de concevoir et de designer, ça part dans la bonne direction. Pendant le process aussi pour répondre aux questions des devs et ajuster des éléments si c'est nécessaire. En revanche, sur la phase de recette, on sait qu'on doit encore s'améliorer pour trouver le bon moment en fait pour travailler avec les devs et assurer la conformité et la qualité de ce qui est mis en prod. D'accord. Okay. Je pense justement que c'est parmi les personnes qui nous regardent, il y en a sûrement qui ont déjà eu ce problème en recette, différence entre l'attendu et ce qui sort vraiment. Est-ce que vous avez déjà des pistes de solutions pour répondre à ce problème-là? Alors, on est évidemment en train d'y travailler, mais du coup, pour solutionner ce point, notre première piste a été de se dire qu'on allait essayer de dégager du temps en phase de recette pour que l'UX et le dev puissent ajuster ce qui sort, mais en fait c'est peu réaliste, on n'y arrive pas, ce temps il n'existe pas. Et du coup on teste une approche plus en amont qu'on a appelé les D2D sessions, donc designer to developer sessions, pendant lesquelles le designer et le dev entrent dans le détail en fait des mock-ups, des flows, etc. Et ça permet de mieux embarquer le développeur et de bien se mettre d'accord ensemble sur ce qu'on cherche à obtenir en termes de résultats et de qualité. D'accord, ok. Aussi, en parlant de cette qualité du produit, comme aujourd'hui il y a plus de 500 personnes chez Mano Mano, comment vous arrivez à garder une cohérence dans le design?
Alors évidemment, oui, comme tu le dis, il y a plus de 500 personnes. On est dans un contexte d'hyper-croissance. Par exemple, côté équipe design, d'ici fin mai, il y aura 9 UX designers chez ManoMano et 2 user researchers. Et donc, du coup, même si les UX designers interviennent dans les feature teams et donc dans les verticales, l'équipe design, elle est aussi transversale et elle doit assurer la cohérence en fait des UI sur tout le parcours. Et pour ça, on se force à défocuser et à prendre de la hauteur. Donc, c'est pas simple, hein, parce qu'on est sous-staffé, comme je vous le disais, mais on essaye vraiment de faire cet exercice de prise de hauteur. Et ça passe aussi par, évidemment, beaucoup de moments de synchronisation. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que nos rituels existent. Et c'est encore plus vrai maintenant, tu vois, qu'on commence à avoir une galaxie de produits qui s'étoffe. Et du coup, au niveau de l'histoire utilisateur et des grands principes de design et d'expérience qu'on souhaite proposer, il y a aussi l'équipe de user researchers qui mène, elle, des recherches plus exploratoires sur des thèmes communs à plusieurs gears. Et c'est aussi ces insights issus de l'UR qui sont précieux et qui nous aident à mettre de la cohérence au niveau de l'histoire globale. D'accord. Et est-ce que pour cette cohérence, vous avez créé un design system pour l'ensemble des produits ManoMano? Alors, on est en plein dedans, même, d'ailleurs. Donc, la question, effectivement, du design system, c'est évidemment posée chez ManoMano. Et on voyait ça comme une réponse un peu plus scalable au problème de cohérence du design sur toute la customer journey. Donc, c'est un sujet qui a été initié par l'équipe design sur le premier semestre 2019. Donc, moi, j'étais pas encore arrivée. Et l'intention de ce design system, c'était de permettre de mettre à disposition des feature teams, donc aussi bien des designers que des devs en réalité, tous les composants, règles, grilles, etc., de manière universelle et documentée, avec un double objectif derrière. Donc le premier, de garantir la cohérence des différentes interfaces, et donc à la fin, un produit de meilleure qualité pour l'utilisateur. Et le deuxième objectif, c'est évidemment d'améliorer la productivité des UX et des devs front. Et forcément, de dégager du temps pour des sujets à plus forte valeur. D'accord. Nous, côté LPCX, on a fait en décembre dernier un meet-up vraiment sur le sujet exclusivement du design system. Et on a eu 2 intervenants. Donc, on avait Anthony Adam qui venait pour une start-up qui s'appelle Preto, qui aide à trouver des crédits immobiliers et qui nous racontait que c'était, dans son cas, le design system était né en même temps que le produit. Et à côté de ça, on avait la deuxième intervenante qui était Audrey Hack, et elle qui avait travaillé sur la mise en place d'un design system au-dessus de tout un écosystème de produits du crédit agricole. Et en fait, ils nous ont raconté du coup un exercice totalement différent, l'un qui naissait avec le produit et l'autre sur un produit très mature. Donc là, tu nous dis que vous avez chez ManoMano commencé ce design system en premier semestre 2019. Est-ce que tu penses que c'est arrivé selon toi au bon moment par rapport à la maturité du produit, ou trop tôt ou trop tard? Du coup, je dirais que j'ai 2 réponses à cette question. La première réponse, elle est au niveau de la maturité du produit. Et sur cette question-là, je dirais que le design system, il est arrivé déjà un petit peu trop tard par rapport à cette maturité, puisque notre date UI, elle était déjà là. Et on le sait, construire un design system, c'est beaucoup de travail, ça prend du temps. D'ailleurs, on commence seulement à déployer les tout premiers composants. Et forcément, dans l'intervalle, la dette, elle continue à se creuser. Et en même temps, on n'avait pas les ressources suffisantes pour travailler sur ce projet. Et parce que les UX designers n'étaient pas non plus suffisamment nombreux, le design system avait tout son sens. Donc, sur ce point-là, il est presque arrivé trop tard. Après, si on parle de la maturité de l'entreprise, là, je dirais que c'est l'inverse. Il est arrivé trop tôt. Parce que même si le CODIR a été convaincu par les bénéfices que le design system allait apporter, ils n'étaient pas encore prêts en fait à mettre les ressources, notamment côté dev front, pour accélérer le projet.
Et au départ, l'avancement du design system a beaucoup souffert de ça sur les premiers mois. D'accord. Donc, du coup, est-ce que tu as eu du mal à embarquer tout le monde dans ce projet-là? Oui, complètement. On s'est pas mal battu pour ça. Créer un design system, c'est un projet au long cours et c'est effectivement sur cet aspect qu'on a eu le plus de mal à avoir l'adhésion de tous. Après, c'est logique, hein, tu vois, il faut convaincre une entreprise d'investir dans un outil dont le ROI n'est pas immédiatement visible. Donc effectivement, quand je suis arrivée chez Mano Mano, le sujet patinait. L'équipe avait réussi quand même à intégrer un dev front, mais il était plutôt junior et du coup à sa décharge, créer un design system, c'est quand même un sujet qui demande d'avoir déjà quelques années d'expérience en dev front. Donc ça avançait pas trop et du coup peu de gens y croyaient encore. Donc on a relancé le sujet du design system quand je suis arrivée. Et là, il n'y a pas de secret, hein, il a fallu prendre son bâton de pèlerin pour convaincre qu'il faut donner sa chance au design system en staffant une équipe dédiée au sujet pendant une période donnée. C'était la seule manière pour nous de faire avancer le design system. D'accord. Est-ce que tu aurais des conseils un peu actionnables, je ne sais pas si tu en as, pour nos auditeurs, si jamais eux, ils sont dans ce cas-là et qu'ils veulent convaincre leur entreprise de se lancer dans un tel projet? Après, c'est forcément très contextuel et propre à chaque entreprise. En tout cas, ce qu'on a fait nous chez Mano Mano, c'est qu'on a pas mal retravaillé le planning initial du design system et aussi notre approche méthodologique pour mettre plus de rythme, parce que finalement, c'est ce qui manquait. Et surtout, on a proposé un déploiement très progressif pour donner à voir le plus tôt possible et après de manière régulière, en scalant aussi le plus possible pour le déploiement avec la roadmap des feature teams. Du coup, j'ai échangé après avec le CTO sur la base de cette approche plus rythmée et il a accepté du coup de staffer un développeur front expérimenté et un Scrum Master. Alors, il n'est pas présent, le Scrum Master n'est pas présent full time sur le projet, mais il nous aide beaucoup quand même pour apporter du rythme. Et par ailleurs, j'ai aussi obtenu du budget pour prendre une UI designer en freelance. Et on a relancé le projet avec cette équipe début janvier, donc de cette année. Évidemment, on continue à ajuster notre manière d'avancer, mais en tout cas, avoir cette équipe dédiée et notamment le dev front dans l'équipe, ça change vraiment la donne parce qu'ils commencent aussi à faire le lien avec les autres devs, avec l'objectif aussi de récupérer leur feedback, tu vois, ce qui nous permet vraiment d'améliorer la manière dont on met à dispo les composants. D'accord. Ok. Est-ce que aujourd'hui, avec le confinement, vous arrivez toujours à avancer sur les chantiers et surtout à garantir la place du design dans les process, l'homogénéité du design et tout ça? Ouais, forcément, la période de confinement, surtout au démarrage, elle était un peu surprenante et surtout très inhabituelle pour tout le monde. Et du coup, il a fallu s'adapter. Surtout que tout à coup, il n'y avait plus de réunions en présentiel, plus de rencontres, ni d'échanges informels dans les couloirs, à la machine à café, etc. Donc, du coup, ces moments qui n'existaient plus, il a fallu les remplacer par des synchros un peu plus formels qui prennent du temps dans les agendas, mais ça fonctionne plutôt bien. Après, on a aussi créé au niveau de l'équipe et chaque équipe chez Mano Mano l'a fait. Un rituel supplémentaire qui est un peu un Zoom Coffee où on se retrouve tous les matins pour prendre notre café virtuel ensemble. Ça permet vraiment de garder le lien et de rester en contact et de garder l'équipe, les différentes équipes en tout cas engagées sur les sujets. Mais après, on maintient tous nos rituels habituels au niveau de l'équipe, les UX designers aussi avec les PM. Les rituels des feature teams sont maintenus, donc finalement, on est bien outillé maintenant, donc ça n'a pas changé tant de choses que ça. Ok. Donc, du coup, est-ce que, comme tu nous dis que vous arrivez à avancer, etc., est-ce que tu peux nous parler des projets un peu structurants sur lesquels vous travaillez en ce moment, disons à moyen terme, avec les équipes design et user research?
On travaille sur pas mal de sujets en ce moment, mais il y a 2 sujets notamment qui sont même plutôt des outils sur lesquels on travaille. Donc le premier, c'est côté design. Donc on souhaite en fait formaliser notre product design framework et donc l'adapter en fait à la réalité de Mano Mano pour mieux communiquer sur le process de design et la manière aussi dont chaque partie prenante collabore, à quel moment, etc. Donc, ça doit nous permettre, tu vois, notamment de bien repositionner les designers dans la chaîne de valeur et de clarifier les interactions selon le phasing des projets. C'est quelque chose que j'avais pas forcément imaginé faire quand je suis arrivée chez Mano Mano. On ne sait pas devoir formaliser ce framework, mais finalement, avec ces premiers mois de recul, les différentes sollicitations aussi qu'on reçoit des autres équipes pour travailler ensemble et surtout comprendre comment travailler ensemble, comprendre nos méthodologies de design, etc. Ça me semble assez utile de le faire et donc on est en train de travailler dessus. Et côté user research, on vient aussi d'initier un projet d'outils qui va nous permettre de partager la connaissance user et client qu'on acquiert au fur et à mesure des différentes UR ou phases de discovery qu'on mène. Alors, à ce stade, on se dit que ça pourrait prendre la forme d'un board dans lequel on pourrait entrer et deep diver sur les différents sujets de connaissance utilisateur. Mais en fait, ce qu'on cherche à solutionner avec cet outil, c'est la difficulté qu'on a à partager et diffuser toute cette connaissance à l'échelle de tous les collaborateurs Mano Mano. Et que cette matière, elle soit aussi facilement disponible pour eux et facilement trouvable sans qu'ils soient contraints de broser les X rapports d'UR qu'on peut avoir et qui sont parfois même pas visibles pour les collaborateurs Mano Mano. Donc voilà, on est vraiment au tout début de ce sujet-là, mais je pense que c'est un sujet structurant qui va contribuer à atteindre aussi l'ambition que c'est de Mano Mano de devenir une entreprise totalement user-centrique. D'accord. Et justement, cette ambition, enfin toi, à plus long terme, c'est quoi ta vision du design chez Mano Mano et des grands enjeux pour l'avenir? Alors, vaste question. En tout cas, l'un des enjeux forts que je vois pour la suite, et c'est dans la continuité de tout ce que je viens de vous raconter, c'est de parvenir à redonner au design son pouvoir transformateur. Et ça à tous les niveaux, en utilisant notamment toutes les méthodologies de design pour favoriser tout ce qui est co-conception et intelligence collective. Et évidemment, ça va aussi englober toute la connaissance user qu'on acquiert. Donc, comment on en ressort des insights activables. Alors, pour le produit, évidemment, dans une optique d'amélioration continue, mais aussi dans une vision plus transformatrice, parce que ces UR auront contribué à détecter des nouveaux gisements de valeur. Après, un deuxième enjeu que je vois pour l'équipe design et pour Mano Mano, ce serait pour moi d'aller aussi vers une vision plus systémique de l'univers Mano Mano et que l'équipe, en fait, que les équipes design avec cette approche plus holistique. L'organisation en feature team, elle fonctionne, elle est très répandue, elle a fait ses preuves, etc. Mais c'est aussi une organisation qui découpe le produit. On a des équipes complètes qui sont très focalisées sur leur périmètre, mais qui du coup parfois ont moins d'opportunités pour prendre de la hauteur. Et à côté de ça, la proposition de valeur de Mano Mano, elle continue aussi à prendre de l'ampleur avec plus de produits, une stratégie cross-device, etc. Donc ça me semble capital qu'on ait cette approche plus globalisante pour penser ce système Mano Mano qui se complexifie et continuer quand même à offrir à nos utilisateurs une expérience qui a du sens. D'accord. Je pense que vaste réponse aussi. Donc, je vois déjà qu'il y a plein de questions dans l'onglet questions. Okay. Je vais laisser Alex s'occuper des questions-réponses. Bonjour. Et merci beaucoup, Sophie. Avec plaisir. Alors, merci Sophie. Du coup, je vais prendre les questions à date
ont le plus de votes. Donc, on a une première question. Quelle est l'autonomie/intervention de l'X sur la vision stratégique de Mano Mano? Êtes-vous encore user-centrique ou data-centrique? Alors, historiquement, Mano Mano est très data-centrique. Hein. C'est complètement dans son ADN. Et encore aujourd'hui, on est très data-centrique et c'est important et capital de l'être. Après, le mythe fondateur, si je peux dire, de Mano Mano, c'est que ça s'est construit aussi sur l'histoire de ces deux fondateurs. Et donc, ça s'est construit sur un vrai besoin utilisateur qui était leur à ce moment-là, d'accéder facilement à du matériel. Alors, à cette époque-là, c'était du matériel de bricolage parce que c'était des bricoleurs passionnés et s'ils n'avaient plus forcément tout le temps envie de se déplacer en magasin, ils vivaient ça comme une contrainte. Et l'idée Mano Mano est née en fait de ce besoin qui était un vrai besoin utilisateur. Donc aujourd'hui, on garde évidemment l'ADN très data-centrique parce qu'il est capital dans nos métiers et encore plus dans le e-commerce. Mais on essaye aussi d'aller, et ça c'est une conviction très très forte qui est partagée par toute l'équipe dirigeante, vers une approche beaucoup plus user-centrique. Donc, on constitue cette base de connaissances user et ça se passe pas que au niveau de l'équipe UR, évidemment. Nous, après, on a des méthodologies au niveau du design pour appliquer cette connaissance à de la conception produit. Mais la constitution de cette base de connaissances, elle se fait à plusieurs niveaux de l'entreprise, avec notamment les équipes de marketing digital, la brand, la com, le CRM, etc. Et on contribue tous à cette connaissance pour que Mano Mano s'inscrive dans cette démarche totalement user-centrique. Ok, merci pour ta réponse très complète, je pense. C'est celle qui a eu le plus de votes, 11 votes. Je vais passer à la deuxième question. L'identité de la marque Mano Mano est très forte. Quelle relation entretient ton équipe avec les personnes en charge de la marque, par exemple comment vous définissez la charte, le ton qui est adopté, etc. sur le site ou dans les pubs Mano Mano. Alors cette charte, etc. Bon, évidemment, c'est des éléments qui existaient et qui étaient déjà en place avant que j'arrive. En tout cas, on échange évidemment très régulièrement avec la brand. Moi, j'ai même un one-on-one avec le head of brand toutes les semaines. Et on essaye un peu de partager les sujets. Et l'objectif, c'est de créer en fait des espaces au sein du site, puisqu'il existe déjà, de créer des espaces avec la brand pour pouvoir injecter justement des éléments de brand, du tone of voice, du visuel, des éléments de guidance, etc. Donc voilà, on est plutôt dans une approche très collaborative, alors qu'on construit encore aussi, puisque ça fait pas très longtemps que je suis là, mais on travaille sur cette base-là, d'échanger très régulièrement et au niveau de l'équipe design, dès qu'on travaille des nouveaux sujets, on onboard au maximum la brand. Ok, donc vraiment une relation collaborative et quasi quotidienne, tu nous dis. Une autre question de Jonathan qui te demande du coup quels outils avez-vous choisi pour centraliser cette connaissance utilisateur? Alors on est en plein dans ce sujet-là aussi. On est en train d'explorer possiblement Airtable, donc qui nous semble être un outil pertinent et intéressant pour en fait synchroniser cette connaissance client. Et surtout, c'est un outil qui permet de ressortir des insights un peu forts parmi justement toute cette connaissance client, parce que c'est un peu la difficulté. Après, au quotidien, on mène nos UR, on fait énormément d'interviews qualitatives, c'est notre job, mais on fait aussi de la surveille quantitative. Et ensuite, ce sont les UR qui travaillent à exploiter cette matière, la rendre activable, la transformer en insight et la diffuser au sein de l'entreprise. Mais après, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un vrai sujet quand même de partage et d'accès à cette information et à cette connaissance client par toutes les équipes et par tous les collaborateurs Mano Mano. Et on travaille à ça.
Ça marche. Top. Pour aller encore un petit peu plus loin, une autre question de Jonathan qui va un petit peu dans le même sens. Vous dites avoir recruté des user researchers. Les UX participent-ils à justement cette user research? Si oui, de quelle manière, les modalités et outils que vous pouvez mettre en place? Oui, tout à fait. Alors, on a distingué, on a effectivement une équipe de user researchers, donc elles sont 2 aujourd'hui. Et on a distingué un petit peu ce qu'on va appeler les user research exploratoires de la recherche et de la prise de feedback qui intervient sur la phase de co-design et sur l'amélioration continue. Donc, la cible qu'on souhaite avoir, c'est de plutôt positionner les user researchers voilà, sur des sujets de recherche plus exploratoires ou en tout cas plus en amont, même si l'objectif n'est évidemment pas de les déconnecter du produit, hein, pas du tout, parce que ces sujets exploratoires, ils viennent pour la plupart du produit de toute façon, et d'avoir les UX designers. Déjà, ils accompagnent de toute façon les UR sur ces process-là, et d'avoir les UX designers plus sur des sujets de co-design, de user test et de prise de feedback sur cette partie-là. Et pour ça, on utilise des outils, voilà, on a des sessions Hotjar et ce genre de choses, mais on va beaucoup utiliser aussi Testapic pour ne pas les citer, pour pouvoir mener des sessions de tests en remote. Et l'objectif, c'est d'essayer de plus en plus aussi d'aller vers un vrai co-design en fait avec nos utilisateurs en les faisant venir. Alors quand le confinement sera terminé évidemment, mais en essayant voilà d'organiser des workshops avec des utilisateurs qu'on ferait venir chez ManoMano et avec lesquels on pourrait voilà interagir, co-designer, prendre de la connaissance sur leurs attentes, du feedback sur ce qu'on imagine. Ok, merci pour ta réponse. On a une autre question. Hello Sophie, est-ce que cette équipe de design system, donc avec son dev front dont tu nous as parlé tout à l'heure, restera toujours en place ou est-ce que c'est juste le temps d'avoir le design, de mettre en place le design system? En bref, est-ce que ce dev va travailler sur ce produit dans le temps, j'imagine? Ouais, alors c'est un peu la question du moment, effectivement, parce qu'en fait, ça pose la question de la maintenance du design system hein, et de son évolution dans le temps. On sait, hein, le design system, c'est un système vivant qui doit continuer à évoluer, sinon il meurt. Et on est en plein dans ce sujet de réflexion, à savoir effectivement, est-ce qu'on garde le design system en fait de notre côté, plus côté UX, avec par exemple un profil design ops qui serait en charge de le maintenir, de le faire vivre, de créer les nouveaux composants si besoin, etc. Ou est-ce que finalement on déporte la maintenance de ce design system à l'intérieur des feature teams, mais le risque, en tout cas potentiel qu'on voit avec cette solution, c'est de perdre quand même la main et la cohérence sur le design system. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le dev front actuel, quand il aura terminé son travail sur la partie vraiment core du design system, et voilà, il repartira dans son équipe habituelle. Mais on doit effectivement répondre à cette question de comment on va gérer la suite, voilà, design ops dédié versus ça retombe un peu dans les feature teams. Ok, ça marche. Merci pour ta réponse. Une autre question, du coup, on revient un petit peu sur le sujet user research de tout à l'heure. Donc, comment organisez-vous votre recherche, outils, rituels, discovery, partage de recherche entre les différentes teams, réusage de la recherche? Donc, j'imagine sur toute la partie partage après de l'information sur la user research. Alors, je veux bien que tu répètes le début de la question, ça a coupé. Désolée. Ouais, excuse-moi. Comment vous organisez votre user research, les outils, les rituels de discovery
et pour le partage de la research entre les différentes équipes et sa réutilisation. Donc, est-ce que vous avez des outils pour, j'imagine, partager un petit peu les résultats de ce que vous pouvez découvrir en user research au sein des différentes équipes? En fait, ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure, et on est en train d'investiguer justement cette question des outils. Donc, pour l'instant, on le gère de manière très simple en fait en réalité, qui est que les deux UR mènent leur user research, et ça passe souvent par des interviews clients, et elles font le travail en fait de décortiquer cette matière et de l'analyser, et c'est restitué aujourd'hui via des rapports de synthèse qui vont mettre l'accent sur des éléments, et on donne accès à la donnée brute qui a été recueillie. Et voilà, après pour la saisie, au moment en fait des sessions d'interview, on utilise les typeforms, etc. Il y a toujours un scribe qui prend toutes les notes. Mais pour l'instant, au niveau de la diffusion, on est encore sur des rapports. L'avantage que ça a, c'est que c'est effectivement très qualitatif. Le désavantage, l'inconvénient, c'est que il faut lire le rapport et c'est difficilement partageable. C'est pour ça qu'on pense notamment à des Airtable et compagnie, mais il y en a d'autres. Et les UR sont en train justement d'investiguer ce terrain. Super, merci beaucoup Sophie. On va encore prendre une petite question. Du coup, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait l'objectif, en tout cas, c'était d'avoir un designer pour une feature team. La question, du coup, cela ne favorise-t-il pas un peu le rôle exécutant, entre guillemets, de l'UX designer? Comment éviter peut-être de s'ennuyer dans son métier, périmètre, dans cette organisation pour l'UX designer? Alors, je disais au contraire que je ciblais pas forcément un UX designer pour une feature team, mais c'est pas très grave. Ce que ça permet en tout cas, c'est effectivement d'être focus sur des sujets, et de créer. L'avantage que moi je vois derrière, c'est de permettre à l'UX designer de créer quand même une vraie relation avec le product manager. Et du coup, justement, de travailler plus en amont sur les problématiques, et plutôt d'être en bout de chaîne et effectivement dans un rôle d'exécution, dans une fonction d'exécution et de démonstration. L'objectif, c'est justement de remonter la chaîne de valeur. Et plus l'UX designer est disponible pour la feature team avec laquelle il travaille, plus ça lui dégage du temps justement pour anticiper finalement les roadmaps, pour participer aussi à la construction de cette roadmap avec le PM, et pouvoir être très en amont sur les sujets, et prendre aussi progressivement sur des sujets plus opérationnels toute la partie de discovery. Donc je vois pas. Du coup, pour aller même, ouais. Sur la partie de périmètre, du coup, si un UX est égal à une feature team, comment vous faites en sorte pour que les différents UX des feature teams aient quand même une vision macro du produit? On synchronise finalement, c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible, et c'est pour ça, comme je l'expliquais au début, qu'on a mis en place différents rituels au sein de l'équipe. Moi, par ailleurs, je participe aussi, je suis intégrée dans toutes les gears, donc pour rappel, il y en a 3. Moi, je participe à toutes ces gears, et ça me permet d'avoir la vision globale et la vision le plus possible, en tout cas, de ce qui est à venir. Et avec cet objectif aussi maintenant de co-construire les roadmaps avec les product directors, pour intégrer aussi cette notion de user centricity, même s'ils le font déjà, mais pour aller encore plus loin là-dessus. Et au niveau de l'équipe UX, ça demande, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça demande beaucoup de synchronisation, mais on se force en fait à faire cet exercice entre UX et avec les UR aussi, pour que chacun soit justement tout le temps bien onboardé sur les différents sujets, et qu'on arrive
à avoir une cohérence sur toute l'histoire. Super. On va prendre peut-être juste une dernière question. On pourra peut-être voir pour répondre à toutes les autres questions via un mail ou on vous informera du format plus tard. Bonjour, avez-vous parfois des difficultés à faire passer des sujets UX, UI dans les roadmaps par rapport à des évolutions sur le périmètre UX, UI, VS, élargir toujours le périmètre du... Et si comment vous arrivez à gérer cela? Donc, le fait d'injecter des... Le fait de faire passer, d'injecter des sujets purement UX ou design, j'imagine typiquement comme le design system qui va mobiliser les équipes, comment arriver à convaincre de le faire passer dans une roadmap et voilà, et gérer ce cas. C'est de la négociation, hein, beaucoup, avec voilà, le codir quand on parle d'un sujet comme le design system, puisque c'est quand même un sujet d'entreprise. C'est de la négociation pour faire passer le sujet, pour obtenir l'équipe qui va bosser dessus. Donc, dans le cas du design system, ça n'impacte pas encore trop les feature teams, puisqu'on a pris un développeur et le reste de l'équipe vient de l'extérieur. Mais effectivement, la question commence à se poser pour pouvoir déployer le design system. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'avoir un plan de développement et de déploiement de ce design system qui se cale un peu sur les roadmaps des feature teams. Donc là, on essaye plutôt d'être opportuniste. Sur le reste, et je reviens du coup à l'intérêt du binôme entre UX et PM. C'est pareil, c'est des échanges aussi avec les PM. C'est comment aussi on arrive à démontrer de manière et quanti, possiblement via de la data et quali via des user research que le sujet, ou en tout cas doit être exploré et doit être taclé, s'inscrire dans les roadmaps. Après, en interne, on a aussi un système de pitch pour constituer les roadmaps. Et l'équipe UX peut pitcher des sujets qui sont ensuite votés et retenus ou pas pour s'inscrire dans les roadmaps produits. Et par ailleurs, on arrive aussi quand même de plus en plus, puisque voilà, une fois de plus, l'équipe s'étoffe, le sujet de l'expérience utilisateur qu'on souhaite offrir chez Mano devient de plus en plus stratégique. Donc, on arrive maintenant, et c'est le cas en ce moment, à faire passer, au-delà même d'un sujet, un projet complet de retravail de l'expérience utilisateur. Ok, super. Merci pour cette réponse. On va s'arrêter là. Écoute, merci beaucoup Sophie. On a été hyper contents de te recevoir pour ce format de LPCX. Vous pourrez retrouver très prochainement du coup le replay de cette interview sur notre site internet et également pour les dernières questions, probablement on vous y répondra par mail. Merci à tous d'avoir participé et puis on se retrouve vite pour un nouveau format LPCX. Merci à tous. Merci.